La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Aldous Huxley, dans Le meilleur des mondes. La croissance, essentielle à la domination de la finance, nécessite des travailleurs consommateurs dociles et manipulables. La télévision les divertit par les jeux, les séries, le voyeurisme de la télé-réalité et un flot d'informations brutes, sans aucune analyse, ne jouant que sur la force des images, l'émotionnel et les peurs primaires. On y fait l'apologie de l'oligarchie, des idoles, du consumérisme, de la légèreté, du sexe et de la bêtise. Consommer, c'est être libre et heureux, réfléchir est futile et ennuyeux. Le vocabulaire est réduit, le sens des mots dévoyé, de sorte qu'il n'est plus possible de penser la réalité. L'éducation est réduite à une forme de conditionnement à la servitude et d'insertion professionnelle. Un individu inculte n'a qu'un horizon de pensée limité, et plus sa pensée est bornée à des préoccupations futiles, moins il peut se révolter. La destruction des États-nations, de la cellule familiale, la négation des identités culturelles, religieuses et sexuelles, sont les moyens de supprimer tous leurs repères aux individus. Ils n'ont alors ni l'environnement social et institutionnel, ni les ressources mentales pour s'opposer à la domination mondiale des multinationales et de l'oligarchie financière, politique et capitalistique. Il faut comprendre que la télévision, la radio et la presse sont des médias unidirectionnels, alors que l'Internet est multidirectionnel. Les médias unidirectionnels sont maîtrisés par un petit nombre de personnes soigneusement sélectionnées par les oligarchies politiques et financières pour délivrer des programmes servant leurs intérêts. L'opinion du citoyen est ainsi formatée, maîtrisée, contrôlée. À l'inverse, sur l'Internet, tous les intellectuels, philosophes et journalistes peuvent s'exprimer, partager leurs analyses, et le citoyen peut librement choisir ses sources d'information, partager ses opinions et en débattre. Pour maîtriser la liberté de l'Internet, l'oligarchie crée une fausse dissidence sous la forme de médias qui semblent subversifs, comme Mediapart, Rue 89, Le Canard enchaîné, le magazine Marianne, ou encore des organisations comme Wikileaks, dont la fonction est de canaliser les citoyens les plus critiques sur des sujets sans importance, d'organiser leur indignation, de monter les uns contre les autres, et de décrédibiliser les analyses réellement subversives. Et quand le prêt-à-penser perd trop de terrain, la liberté d'opinion et d'expression n'existe plus. L'Internet tout entier est diabolisé au nom de la démocratie, de la République, ou encore de la lutte contre un terrorisme fictif ou fabriqué. Les grands médias qualifient de racistes, de terroristes, de fascistes, de xénophobes, d'antisémites, de négationnistes, de conspirationnistes ceux qui analysent les faits, critiquent le système et tentent d'en exposer les fondements. Ces grossiers amalgames visent à empêcher le public d'écouter leurs discours, d'étudier leurs arguments et de débattre de leurs idées. Tout comme ce sont les banques qui décident ce qui doit être financé en fonction de leurs intérêts, dans les médias dominants, c'est l'oligarchie qui décide l'information qui doit être diffusée en fonction là aussi de ses propres intérêts. Le contrôle du vecteur soit de la richesse, c'est-à-dire la monnaie, soit de la connaissance et des idées, c'est-à-dire les médias, soit encore du système législatif, c'est-à-dire le gouvernement représentatif non démocratique, sont les instruments de la domination des oligarchies. Dès lors, il ne faut pas tomber dans la provocation, l'extrémisme ou la violence. La violence et la provocation sont ce que le système attend pour justifier la censure,
le contrôle d'Internet et la mise en place d'un État policier. Il ne faut pas non plus dépenser son énergie sur des détails. Il faut au contraire remettre en cause les fondamentaux sur lesquels repose ce système de domination. Voltaire, figure emblématique des Lumières, disait ceci: « Un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui, et le gouverne. » Si le pouvoir était donné au peuple, il aurait défendu ses intérêts propres au détriment de la minorité des riches, des notables et des banquiers. Écoutons le philosophe Alain Badiou parler de la démocratie actuelle. Alain Badiou, c'est ce que nous avons trouvé de moins mauvais pour choisir nos dirigeants. Oh, la théorie du moins mauvais, ça, vous savez, la théorie du moins mauvais ne peut pas impressionner le philosophe que je suis. Hein. Elle a beaucoup servi pour justifier le pire. Le moins pire par rapport au plus pire, par exemple. C'est Churchill qui a inventé cette histoire, qui a consisté à dire que la démocratie, c'était le pire de tous les régimes, à l'exception de tous les autres. Il avait raison? Eh ben non, il n'avait pas forcément raison. Pourquoi aurait-il eu raison? Parce que sous la démocratie, on peut vivre. Mais il se peut que le meilleur régime politique soit à venir, qu'il dépende d'une invention de l'humanité. Après tout, vous savez, pendant des millénaires, ce à quoi nous assistions, c'était à des théocraties, à des régimes extraordinairement tyranniques et oppressifs. Ils ont duré bien plus longtemps que votre démocratie, bien plus longtemps. Donc cette démocratie, c'est peut-être tout simplement une sorte de petit intervalle dans l'histoire. Surtout que elle ne marche que là où le capitalisme est déchaîné. Hein. Ça, c'est un fait. Hein. Le régime parlementaire démocratique, je le constate, c'est un fait, il n'existe comme régime installé, consensuel, conséquent, que là où l'économie capitaliste s'est développée. Et quand l'économie capitaliste commence à flancher, ce type de représentation politique se sent aussi un peu malade, n'est-ce pas ? C'est là où on en vient au cœur de votre pensée. Un tout petit moment d'explication. Vous êtes, Alain Badiou, un de ceux qui avaient revendiqué le mot communisme, alors même que les régimes communistes ou étiquetés communistes étaient effondrés. Vous aspirez à un régime politique qui serait placé sous le signe de l'égalité. Tout votre livre, toute la République de Platon, tourne autour de cette idée. La cité idéale, c'est la cité de l'égalité, la cité de l'idée juste, donc du communisme. Et quand vous nous dites, pour moi, le capitalisme, c'est l'équivalent de la démocratie, là est la racine de votre rejet de la démocratie, je ne vous trahis pas. De cette démocratie-là, parce que je n'accepterai pas de dire que je rejette la démocratie. Vous avez parlé tout à l'heure d'une illusion démocratique, mais la démocratie que nous connaissons aujourd'hui, c'est elle qui est l'illusion démocratique. Parce que personne, dans le débat politique français ou étranger, dans les pays démocratiques, ne veut abolir le capitalisme, c'est ça le sujet. C'est pas exactement ça. C'est un petit peu plus précis. C'est parce que les différents gestionnaires possibles de notre société sont des gens qui, de toute façon, admettent pour l'essentiel l'ordre établi. Ça, il faut en convenir. D'ailleurs, s'ils n'admettaient pas les uns et les autres l'ordre établi, ils n'accepteraient pas de se succéder comme ils le font. Il faut bien que tel candidat ne soit pas extraordinairement différent de tel autre pour qu'il puisse alterner le mouvement des affaires restant à peu près le même, après tout. Hein. Donc il y a un consensus fondamental qui fonde ce que vous appelez, vous, la démocratie, qui est une démocratie tout à fait normée, tout à fait particulière, et qui repose sur des acceptations fondamentales premières. Voilà. Et donc je soutiens que nous ne vivons pas du tout en démocratie. Nous vivons en réalité en oligarchie. Voilà. Nous sommes dominés par une oligarchie financière, politique et médiatique. Tout le monde le sait d'ailleurs. Tout le monde voit parfaitement qu'il faut absolument maintenir ce système pour maintenir le système politique lui-même. Cet homme crépusculaire est aux antipodes du surhumain qui incarne au contraire, lui, l'avenir de l'humanité. Alors, le surhumain, il faut que je vous dise que le surhumain est entre autres choses le guerrier pour Nietzsche, c'est-à-dire celui qui se bat pour la grandeur et pour l'élévation, au contraire du surhumain, du dernier homme. Donc pour Nietzsche, le surhumain, c'est le guerrier qui se bat pour la grandeur et l'élévation, qui est cette espèce de pont qui est fait entre le passé et l'avenir. Il y a une notion de sacrifice aussi qui est très forte dans cette notion de surhumain. En accentuant de la sorte le contraste entre ces deux pôles extrêmes, donc surhumain et dernier homme,
Donc, entre ces deux pôles extrêmes de la hiérarchie humaine, Nietzsche a voulu dépeindre de la manière la plus vive le choix décisif entre montée et déclin que chacun de nous, forcément, porte en lui. Cet homme avorté, donc le dernier homme, cet homme avorté que Nietzsche voyait avec dégoût se profiler à l'horizon de la modernité, a renoncé à toute grandeur et n'aspire plus qu'à vivre confortablement et le plus longtemps possible. Donc, je pense que vous aurez remarqué tout à fait les valeurs qui sont aujourd'hui défendues par nos sociétés occidentales et européennes en particulier. Je continue. Semblable à un puceron hédoniste, il a en aversion le danger et la maladie. Tard venu, il met au-dessus de tout la paix, la tranquillité, la sécurité. Nietzsche compare pour cette raison cet adepte d'une vie sédentaire, en troupeau, à un animal grégaire. L'histoire de la civilisation occidentale est de ce fait l'histoire du déclin de l'Occident. Que de la table à la couche et de la couche à la selle, cet être vivant n'a d'autre but que de transformer de la nourriture en merde, en étant entre-temps diverti par Monsanto, Bayer et consorts. Et pour rester dans le grotesque, pensez-vous que ce genre de conglomérat et leur VIP politique, les grandes personnes responsables, en aient quelque chose à faire que les enfants qu'ils usinent soient issus de la droite ou de la gauche, soient juifs, musulmans ou chrétiens, soient autochtones ou allotones, soient hétéros, bi ou indécis? Vous avez déjà la réponse. Alors, à la vue de notre société aujourd'hui, et en étant forcé de constater que la tiédeur du médiocre a quelque chose de rassurant, en guise de premier mouvement de ce curseur vers le glacial ou le brûlant, ne serait-il pas judicieux d'admettre, même du bout des lèvres, que ce cauchemar annoncé, cet avènement de l'ignoble, concerne ces 99% de ceux qui ne décident rien, ces 99% de ceux qui subissent la loi, c'est même 99% de ceux qui ont abandonné toute forme de contre-pouvoir et donc de responsabilité. N'y a-t-il pas pourtant une loi qui considère comme quasiment criminelle la non-assistance à personne en danger? Mais comment qualifier alors ce comportement pathétique quand il concerne nos descendants? Comme le dit le physicien-philosophe français Étienne Klein, les gens se fabriquent un processus mental qui les empêche de croire ce qu'ils savent déjà. En effet, si vous voulez un exemple, rendez-vous à une conférence pour l'environnement ou sur le réchauffement climatique et demandez qui est venu en voiture, et là vous verrez qu'il y a une grande différence entre la théorie et la pratique. Le pire, c'est qu'il y a certains moments où il ne faudrait pas grand-chose pour que la lumière se fasse. Mais bon, pour ma part, je préfère être maladivement optimiste et faire tout ce que je peux pour que jamais ma descendance ne m'interpelle en me disant « Je voudrais connaître le vert, je voudrais connaître le bleu, je voudrais connaître le beau et le bon à la fois. Mais je suis mort avant de vivre. Tu as tronqué mon avenir pour quelques plaisirs immédiats. Tu as opté pour l'ignorance, cette formidable caution du responsable mais pas coupable. Pourtant, il eût été facile, en faisant face à l'évidence, d'imaginer la transition de ton opulence à mon manque. Mais encore aurait-il fallu que l'empathie à mon égard fasse autant preuve d'autorité que les injonctions du désir. Mais aussi aurait-il fallu que la confiance à leur encontre soit autant sujette à caution que leur promesse du tout plaisir. Alors il me reste à survivre dans tes restes de turpitude. Estampillé par l'Éternel, on n'a fait qu'obéir aux ordres. C'est donc en enfant des toxines que je commence mon voyage, c'est en héritier du non-sens que je débute mon tour de garde. La terre où je me tiens n'est pas un don que tu m'as fait, ce sont mes enfants qui me la prêtent.